Chers camarades du cercle Aristote, bonjour. Vous vouliez son retour rapidement? Il est là. Hein? Profitez-en. Le camarade Sylvain repasse nous voir. Ça avait tellement bien marché la dernière fois qu'on s'est dit, et un deuxième tour, je paye pour suivre, comme on dit le cas. Comment C'est bon ça va, ça. Sylvain? Mais écoute, ça va très bien, je vais toujours très bien quand je suis au cercle. On est toujours bien reçus et on avait démarré pour vous donner un peu de contexte, on avait démarré une petite discussion bien sympa. On va la poursuivre en la filmant. Et le thème d'aujourd'hui va être assez dense parce qu'on va parler de réglementation, on va parler de bureaucratie, on va parler, je pense même de société et notamment de la stratification sociale de notre cher pays, parce que la France est un beau pays, il faut juste comprendre comment il fonctionne. Et puis, écoute, je te laisse leur présenter un peu le programme, mais ça va être sympa. On va commencer parce que j'oublierai pas le message par application qui a débuté notre échange. Et les quatre cavaliers sont là. Là, je fais tiens, me voilà bibliste maintenant. Alors, peux-tu nous présenter les quatre cavaliers en question qui sont des modulations des précédents? Alors, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce sont là. Alors, j'avais commencé par la dette, hein. L'État est surendetté. Nous sommes aujourd'hui, j'ai envie de dire, au stade final de tout ce dont on discute déjà depuis des années. Moi, j'ai commencé mon travail sur internet, en 2015, mais en réalité sur ces thèmes économiques en 2020. Donc ça fait 5 ans que je rabâche, que je produis beaucoup de contenu en expliquant que le pays est surendetté. Pour moi, on est arrivé à cette phase finale. La note de la France a été tellement dégradée qu'on est proche maintenant du B, hein. Enfin, on n'est plus très loin, on n'est plus qu'à, j'ai envie de te dire, un coup de pencil, de stylo. Mmh. Le deuxième cavalier, c'est bien évidemment l'insécurité. Bon, ça, je pense que c'est un constat qui est largement partagé. Le troisième, c'est bien évidemment la décadence intellectuelle, c'est-à-dire que toutes les élites intellectuelles de France aujourd'hui n'en constituent plus une en fait en réalité, hein. Et le dernier, c'est bien évidemment, tu le sais aussi bien que moi, la corruption et la corruption institutionnalisée. Partout où il y a du pouvoir, il y a de la corruption, c'est une constante dans le temps et ça serait d'ailleurs même, je dirais, un peu idéaliste de penser que quelqu'un qui a du pouvoir arrive à rester 100% neutre. Voilà, il nous faudrait vivre dans un monde de machines, ce qui n'est pas notre cas. Ça, c'est un fait. Mais le niveau de corruption qu'on connaît aujourd'hui en France est devenu absolument stratosphérique. Et un exemple concret, quand tu as aujourd'hui un chef d'entreprise qui ne peut pas acheter une simple chemise pour aller à une conférence. Moi, si demain, là, cette semaine, j'interviens à la Paris Investor Week, par exemple, hein, typiquement, je vais y aller en costard, parce que bon, il faut bien être présentable. Je ne peux pas acheter cette tenue qui va me permettre un petit peu de me représenter avec ma société. Ça serait un abus de bien social, d'accord? Donc, techniquement, ça serait une faute même lourde. En revanche, si je suis maire de Paris, hein, je peux m'acheter une robe Dior avec l'argent du contribuable, sans problème, hein. Je peux même passer sur BFM, te dire: «Oh, écoutez, moi j'aime être bien sapé, voilà, et vous allez payer pour ça», d'accord? Donc quand les règles ne sont pas les mêmes pour ceux qui produisent et ceux qui vivent de ceux qui produisent, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Et quand c'est cette espèce de dissonance est aussi flagrante, aussi publique, bah, tu sais que c'est un marqueur très fort en fait de la fin d'un système. Quand un politicien vient sur un plateau télé vous dire: Globalement, je vous pisse dessus, vous qui travaillez», Bien sûr. bon, tu sais que c'est la fin d'un système. Bien sûr. Les 4 cavaliers sont là et l'heure est Et arrivée. je vous ferai, comment dire? Je vous forcerai à croire qu'il pleut. Exactement, exactement, alors qu'il fait 35 degrés dehors et que tout le monde est en train de suer à grosses gouttes. Donc pour moi, si tu veux, Pierre-Yves, les 4 cavaliers sont arrivés et on démarrait cet entretien en discutant en privé, en disant: «Écoute, au final, c'est un mal pour un bien», et je suis plutôt d'accord. C'est mon discours, en tout cas, depuis quelque temps. J'en parlais avec ma femme, hein, qui, depuis des années, écoute mon discours, hein. Elle me dit: «Mais tu râles tout le temps, tu dis que ça va pas, et cetera». Et il y a très peu de temps, là, j'ai commencé à changer et je lui ai dit: «Écoute, ça va beaucoup mieux». Alors elle m'a dit: «Oui, je sais, on part bientôt». Oui, bien sûr, je pars bientôt, donc c'est vrai que c'est une perspective réjouissante de se dire que, bon, de toute façon, quand tu es dans un environnement qui ne te convient plus, ça devient pesant mentalement. Mais la chose qui, à la limite, me rend enthousiaste, c'est que je pense que cette heure est arrivée. Cette heure de la «grande chute» entre guillemets de ce système qui ne fonctionne plus est arrivée et qu'à partir de là, nous allons pouvoir reconstruire
petit à petit alors, on est d'accord, hein. Reconstruire une nation comme la France, ça ne se fera pas en 2 ans, ça se fera plutôt en 20, 30 ou 40 ans. Si tu veux, moi c'est ce que... Alors, j'étais chez qui c'était peut-être chez Florian, je me rappelle plus. Ce que je leur dis, je fais, écoutez, vous avez beaucoup de tripes et un peu de talent, mais reconstruire la France, votre vie est faite. Votre vie est faite. Si vous voulez, vous n'allez pas vivre ce qu'a vécu, tu vois, moi j'ai 17 ans d'écart avec mon frère aîné. Eux, ils ont été la génération qui a vu passer les trains dans l'ombre des boomers. Hmm. Non mais c'est vrai, c'est un état de fait. Bon, ils ont vu le pays se casser la gueule, eux, ils sont même pas encore aux manettes, la génération de mon frère. Même pas encore aux manettes. Toi, lui, il est l'homme ressource de sa boîte, qui est une boîte qui fait de la haute technologie, peu importe. Il voit comment c'est géré, c'est-à-dire le mec qui a eu une idée géniale, on va délocaliser la prod, de toute façon, on va aller en Inde, de toute manière, les mecs qui sentent le curry sont cons comme des balais, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Résultat, évidemment, c'est les yogis qui le font danser et qui le font à la marge. Non mais, si tu veux, tu vois, Ouais, cette arrogance, c'est pas ce colo, ouais, ça marche pas, oui, bien sûr. intelligence économique, le nombre de mecs que j'ai vu arriver, moi j'ai pas besoin d'être protégé par l'État français, l'Asie n'attend que moi, ça va la mobilité des poignets? Ouais, parce que tu vas repartir une main devant, une main derrière. Donc, je veux dire, et de bons réflexes, tu vois, parce que quand tu vas arriver à l'aéroport, ça va être gênant. Mais, donc, bon, en intelligence économique, c'est que nous, on a été formés à être les gardes du corps de ces trucs, excuse-moi, tu vois. Donc, j'ai entendu le nombre de fois, vous allez voir, ce qu'Alexandre n'a pas fait, je vais le faire. Ouais. 3. Mur du son dans 3, 2, 1. Résultat, les mecs se rendent pas compte que quand ils font une joint venture en Asie, pendant 2 ans, c'est les rois du pétrole, parce que pendant 2 ans, l'Asie les couvre de pognon. Et eux, après, ils vont aller dans la mauvaise vie. Tu vois, on les connaît tous par cœur. Hein. Ça commence au karaoké, ça finit aux filles. Hein. Et à la fin, au bout de 2 ans, l'associé que tu es obligé de prendre te dit qu'au fait, le transfert juridique a eu lieu, maintenant la boîte est à lui. Tu prends tes parts, tu prends ton pognon, ils t'ont pas volé. Hein. Mm. Tu t'es dépossédé tout seul. Et tu repars, en réalité, le capital que tu as, tu l'as déjà claqué. Et tu l'as claqué, c'est ta faute. Et tu reviens en France supplier le grand méchant État français qui t'a malardé dans la gueule pour dire « Ouais, bon, mais c'est pas grave, j'ai bien vécu. » Ouais, t'as bien vécu, ouais. Le nombre de mecs que j'ai vu revenir comme ça, tu vois, c'est cette arrogance-là. Or, malheureusement, toute cette génération-là, elle a vu que ça. Et elle a regardé passer les trains. On ne regardera pas passer les trains. Les voies vont nous tomber dessus. Ton gueule. Non, mais d'un côté, tu sais, si tu veux, mieux vaut ça que mon fils. On ne peut pas nous se permettre de passer la patate chaude encore un coup. Mm. Tu vois, on ne va pas donner ça. Parce que si nous, dans l'état où est le pays, on passe la patate chaude, c'est qu'on est des lâches. Tu vois, parce que là, pour le coup, on ne peut pas détruire plus que la génération précédente a fait. Parce que là, ça va être compliqué quand même, parce que là, on touche l'os. Hein, donc, je veux bien qu'on casse l'os restant, mais ça va quand même être compliqué, hein, faut être honnête. Il reste plus grand-chose à détruire. Hein. Grand-chose à détruire. Hein, Tout ce qui avait de la valeur a été vendu, et le pognon a été pris par ceux au-dessus. Donc, au final, il n'y a presque plus grand-chose. Donc, si tu veux, résultat, on repart, tu vois, comme dit l'un des plus grands métaphysiciens du XXe siècle, Léo Dagan, tout est cramé, repartons sur des basses scènes. Tu vois, donc, La politique de la terre brûlée. Non, mais ils l'ont fait. si tu veux, C'est là où je dis que c'est un mal pour nous. est-ce qu'on n'aborderait pas, et c'est très bien ce que tu dis là, donc en fait, cette génération qui a vendu le patrimoine familial pour jouir de plaisir, ça réouvre un peu la discussion qu'on avait juste avant Mmh. sur la culpabilité de classe. Et en fait, je te disais que j'avais réfléchi à un concept là que je suis en train de partager un peu partout. Je viens aujourd'hui et j'ai envie de le partager avec notre audience. Et tout est parti d'une réflexion simple, c'est comment est-ce que quand tu nais dans un pays comme la France, qui était un pays numéro 1, et que tu nais entre guillemets dans la bonne famille, que tu as accès aux bons outils d'éducation financiers, réputationnels, comment est-ce que tu prends tout ça pour en faire un gigantesque shithole en moins de 60 ans, tu vois? Et je me suis posé cette question et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin, tu hérites de quelque chose d'aussi fort, tu es forcément obligé de gagner».
Et ça rejoint un petit peu la même logique que les riches héritiers de grandes familles qui claquent toute la fortune du grand-père en 30 ans, quoi, tu vois, en moins d'une génération. Et en fait, quand tu réfléchis, qu'est-ce qui s'est passé en France? C'est exactement la même mécanique qu'on pourrait retrouver à l'échelle d'une petite famille industrielle qui a bien réussi. Le grand-père, les générations d'avant en France, ont construit la France sur des valeurs et certaines valeurs cardinales que sont le travail, potentiellement la frugalité, la planification à long terme et la responsabilité, l'anticipation, tu vois, gouverner, c'est prévoir, voilà, ce genre de mantra-là. Donc, les quatre valeurs cardinales, si tu veux, de toute entreprise, de tout empire, de tout pays, de toute nation qui réussit, ça reste toujours des valeurs clés, hein. Ces valeurs sont le travail, la discipline, l'entraide intergénérationnelle, et puis surtout, entre guillemets, si tu veux, c'est cette espèce de frugalité, cette bonne utilisation des ressources, d'accord? On valorise les ressources que l'on a, on ne les dilapide pas, on ne les gaspille pas. Mais ça tient une génération. Pourquoi? Parce que quand tu as vécu dans le manque, tu apprécies d'avoir. Bien sûr. Tu nais, toi, Pierre-Yves Rougeron, au fin fond du Sahara, tu n'as jamais bu d'eau, voilà, tu bois un petit peu d'eau, un jour on te met l'eau courante chez toi, tu valorises l'eau parce que tu sais que c'est quelque chose qui est rare. Bon, ton enfant est né avec l'eau courante. Bah, il va faire des batailles d'eau, c'est assez logique, hein. Il va jouer avec l'eau, il va en lancer sur ses copains parce qu'en fait, de toute façon, il est né avec un robinet qu'il peut actionner. C'est une constante. Sa vie est différente de la tienne. Eh ben, je continue ma métaphore. En France, du coup, les premières générations, après la Seconde Guerre mondiale et même avant, hein, ont souffert pour construire ce pays. Ça a été dur de l'unifier sous une bannière, hein. La France, qui est un pays gaulois, avec différentes tribus, des pays qui avaient différents dieux, ils ont dû l'unifier en imposant une religion monothéiste pour essayer d'agréger tout le monde. Ça a enfin pris, au bout de je ne sais combien de siècles. On arrive à trouver quelque chose où tout le monde s'y retrouve, mais vraiment, et ça a demandé du sang, du temps, de l'effort, etc. Et tu as des enfants, du coup, qui sont nés, comme tu le disais, hein, avec tout ça. Tout est prêt. Tout est prêt. Le pays marche bien. Économiquement, bah, c'est la 3, 4, 5e puissance mondiale. Le Concorde, le nucléaire, pays avec pas de dette, beaucoup d'argent, empires coloniaux. Donc, réputationnellement parlant, bah, être français, c'est nickel. Donc, culturellement, c'est nickel. Tu as tout réussi. Donc, tu nais dans cette famille où déjà, tu as tout réussi. Toi, tu es l'élite de ce pays, Pierre-Yves. OK? Qu'est-ce que tu vas te dire au fin fond de toi? Est-ce que je suis à ce niveau est-ce que je suis décisionnaire d'un pays numéro 1 parce que je l'ai mérité? Ou est-ce que je suis décisionnaire parce que je profite d'un système injuste? Tu vois, c'est comme dans les grandes familles, hein, à chaque fois les héritiers, par exemple, peut-être que les enfants de Bernard Arnault se posent ces questions, mais c'est plein de gens, c'est: est-ce que je suis à la tête d'un empire parce que je vaux quelque chose? Ou est-ce que je suis là juste parce que je suis sorti des bonnes testicules, hein, voilà, pour vraiment parler de façon crue. Et donc ces gens, moi, je suis pas spécialement héritier, je me suis fait donc, mais je le ressens pas, mais j'ai essayé de comprendre comment fonctionnent ces gens et en fait, ces gens ont besoin de se prouver des choses. Ils n'ont jamais été mis à l'épreuve, hein. La vie a toujours été facile. Tu es malade, sécurité sociale, ou l'enfant du riche, tu es malade, chez le médecin tout de suite. L'enfant du pauvre paysan, il est malade, bah, peut-être qu'on va pas avoir l'argent pour le médecin, va falloir se débrouiller, tu vois? Donc, tu vois, ces gens n'ont jamais été mis à l'épreuve de quelque façon. Donc, tu as ce besoin en tant qu'être humain dans ta vie d'être mis à l'épreuve, de souffrir pour voir ce que tu vaux. Et donc, qu'est-ce que font ces gens consciemment ou inconsciemment? Ben, ils veulent se mettre à l'épreuve. Donc, ils cassent ce qu'ils ont, Mhm. ou alors ils veulent construire ils veulent construire quelque chose de radicalement différent, pour se construire en opposition par rapport à leurs parents ou par rapport au modèle qui existe déjà. Donc, l'héritier d'une grande famille, ses parents sont plutôt de droite conservateur, on gère bien les ressources. Il va rejeter ce modèle familial pour s'affirmer. Il devra être différent pour créer sa propre identité. Je suis de gauche, je suis un révolutionnaire, je suis un romantique Che Guevara contre vous, les méchants fascistes qui donnaient du travail à 300 personnes. Et ben ça, c'est à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un pays, c'est la même chose. D'accord? Tu as un beau pays qui est la France, qui est bien dirigé, etc. machin. Je rejette le modèle, je dis une bêtise, gaulliste, je rejette toutes ces valeurs un peu traditionnelles de la France, chrétienne, etc. machin. Je deviens laïque, je deviens, tu vois, communiste, je fais du déficit, une norme, d'accord? Un déficit ponctuel, ça peut arriver, mais vivre constamment dans le déficit, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans un pays numéro 1. D'ailleurs, les États-Unis payent la facture aujourd'hui. Ils sont numéro 1, mais ils sont challengés par la Chine parce qu'ils ont beaucoup trop de déficit.
Et si tu veux, on assiste à une inversion des valeurs, mais non pas par méchanceté, en fait, hein. Le sentiment premier, c'est déjà de vouloir s'affirmer. C'est j'ai réussi la vie sans rien faire, bah, j'ai envie, moi aussi, de faire mon aventure. Donc c'est un peu maladroit, mais c'est comme ça, d'accord? Alors, si tu veux, il y a des, tu vois, il y a des points où je suis particulièrement d'accord avec toi. Il y a des points où on diffère un petit peu. C'est-à-dire que je pense que dans cette génération-là, à titre élitaire, et là, pardonne-moi, je dois faire une petite incise, apprenez ce qu'est un fait de génération. Je rappellerai toujours les tombereaux d'insultes et de menaces que j'ai pris lors d'une vidéo qui s'appelait Le boomerisme mental. Donc, on va être très clair. Moi, je n'ai absolument aucun problème avec mes parents. Je suis quelqu'un d'une piété filiale, mais alors totalement. Mon plus grand héros de vie, c'est mon père. Donc, je n'ai jamais eu de problème. Le problème, c'est que mon père, il a fait entre 15 et 16 heures de travail jour, 6 jours par semaine, pendant 45 ans. Et ça l'a brisé, physiquement, ce qui est normal. Donc, ce n'est absolument pas ça. Une génération est plus que la somme des individus qui sont dedans. On ne vous met pas en accusation à titre personnel, donc stop. À un moment, tout ce que je vous demande, c'est de voir l'état de la France en 1969 quand le vieux part, et de voir l'état de la France aujourd'hui. Si vous pouvez me tracer une ligne droite de l'un à l'autre, c'est que soit vous avez un problème cognitif, soit vous avez un problème d'honnêteté, soit vous avez un problème oculaire, et ce sont des qualités qui peuvent se cumuler. Donc, donc personne ne met en accusation personne, c'est que seulement qu'il y a des générations qui ont un esprit. Là, nous enregistrons le 11 novembre. Le 11 novembre, ça a été l'acmé d'une génération très particulière, qui était une génération d'hommes hors du commun, qui ont été dans la boue pendant 4 ans sous le tir d'artillerie. Et ça fait des hommes hors du commun, quoi qu'on en pense. Tu vois ? Et chaque génération a malheureusement un esprit. Question, comment, après tant de grandes générations, l'Occident d'un point de vue général, et la France en particulier, on a eu une qui, à force de vouloir changer la vie, disons, est en train, à force de changer la vie, elle a fini par pourrir les vies des 2 générations qui ont suivi. Donc, c'est juste ça le questionnement. Or, je crains qu'il y ait, en plus de la volonté d'affirmation, qui est malheureusement un vrai esprit de ressentiment. Parce que quand tu vois cette génération, alors oui, elle a quasiment tout eu. Elle a quasiment tout eu. Personne ne dit que cette société était parfaite, aucune société ne l'est. Elle va profiter de colères totalement légitimes de la France traditionnelle, qui avait une anthropologie traditionnelle. Là-dessus, je suis un élève de Daniel Mahoney, le grand philosophe straussien, un homme remarquable, qui avait écrit The Conservative Foundation of Liberal Mind, et qui disait l'un des grands problèmes du mental libéral, c'est qu'il fait des chèques sur une anthropologie conservatrice qui s'est mis des siècles à se constituer. Et qu'une fois que les chèques sont tirés, une anthropologie, tu vas refaire des mecs avec des épaules, tu le fais pas, c'est pas un bouton électrique. Tiens. Et malheureusement, on est tombé sur la génération qui a fait des chèques, non même pas uniquement d'un point de vue financier, qui a fait des chèques anthropologiques. Ça, c'est beaucoup plus grave parce que c'est un capital qui est infiniment plus dur de secréter. Tu vois ? Ça va prendre des générations pour reconstruire idéologiquement et anthropologiquement le capital humain français, je suis d'accord. C'est un chantier monumental. C'est d'ailleurs, c'est une des raisons aussi d'être du cercle Aristote, je pense, et de toutes les personnes comme nous qui faisons du contenu. C'est d'essayer de propager des bonnes valeurs, des bonnes idées pour que les gens et les jeunes puissent à nouveau un petit peu se projeter dans le temps et faire quelque chose de correct un petit peu de leur vie et essayer de sortir de cette espèce de philosophie de la cigale, en fait, cigale et la fourmi, tu vois, on reprend un truc très simple que tout le monde peut comprendre, on
a aujourd'hui beaucoup trop tendu vers la cigale plutôt que la fourmi, alors que la fourmi, pendant des générations, nous a permis d'obtenir un pays comme la France. Bon, bah, la cigale, en 60 ans, tout est foutu, quoi. Hein. Alors, On a tout brûlé. insecte pour insecte, je te le dis, malheureusement, je pense qu'on a dépassé le stade de la cigale. Parce que tu vois, la cigale, elle profite. Mais Elle est mais elle est pas haineuse. Mais Il y a peut-on... dans une part de l'élite 68arde, moi, tu vois, je te le disais en off, l'un des symboles pour moi de cette génération, c'est Romain Goupil, moi, de tous les 68ards. Enfin, même Dany d'Île Rouge me dégoûte moins que ce type-là. C'est quand même le mec qui met en scène le suicide de son meilleur ami dans le film Mourir à 20 ans. Il va faire toute sa carrière dessus. Donc déjà, si tu as un mec qui fait ça, tu te dis client sérieux. Et à un moment, il a ce mot terrible, il dit « Ouais, on a peut-être tout raté, mais au moins on a eu ce pays pourri. » Et là, tu te dis, tu vois, pour ça que moi, je les appelle la génération sauterelle. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils bouffent tout. Tu vois, mais avec une agressivité, tu vois, ils nous portent une haine qui est au pays de leurs parents, qui n'a aucun fondement logique. Ce pays ne leur a apporté que du bien. Je leur demande pas d'être éperdus de gratitude, ça leur aurait pas fait de mal. Je dis juste que vous n'avez rien pour justifier de ce que vous nous avez fait. Rien. Or, le problème, si tu veux, c'est que c'est même pas uniquement de l'hédonisme. Ça a été de la volonté de détruire. Là où il y a de l'affirmation, c'est qu'ils ont voulu créer des tas de trucs à eux. Oui, l'Union européenne, c'est nous, maintenant. Ils avaient tout raté. Je suis d'accord. C'est détruire pour s'affirmer. Tu sais, comme c'est ce fameux complexe d'Oedipe, je tue le père pour m'affirmer moi et exister. Je tue la France éternelle pour exister moi et m'affirmer, mais du coup, je laisse un espèce de shithole géant et béat à mes enfants, et puis eux vont hériter de ça et vont se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et on discutait de ça, et dans toutes les familles, c'est pareil. Quand tu remontes dans toutes les familles, tu as des générations qui avaient construit des grands empires, des machins trucs, puis tu as un ou deux grands-pères qui font les idiots, tu redescends, puis après il faut reconstruire. Nous sommes la génération qui, vraisemblablement, allons reconstruire, et avons eu des gens avant qui ont bouffé et qui ont bouffé grassement. C'est un fait. Il ne faut pas s'énerver, il faut pas... De toute façon, le vrai moyen d'avancer dans la vie, c'est de se regarder dans la glace et de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Okay, factuellement parlant, notre génération, la mienne et sûrement la tienne, on a quelques années d'écart. Bah, on était beaucoup trop jeunes pour décider. Moi, j'ai 32 ans, toi, t'en as 39, donc c'était pas nous qui avons créé toutes ces règles, en fait. Tu vois, c'est pas possible pour nous. Donc, assez logiquement, il faut partir d'un constat simple, c'est les générations d'avant ont voulu s'affirmer, ont voulu créer un nouveau modèle, ont voulu faire ce qu'on appelle, enfin, ont voulu être disruptives, hein, pour réutiliser les termes de la Startup Nation, la fameuse, et ça n'a pas marché. Voilà, un peu comme toutes les startups, 9 startups sur 10 échouent, il y en a 1 sur 10 qui marche. Alors, en général, ce qu'on fait dans l'investissement, c'est qu'on prend des risques quand on n'a rien à perdre, d'accord? Je suis un pays du tiers-monde, je prends un maximum de risques, je suis disruptif, mais parce que je n'ai rien à perdre. De toute façon, si je perds, je reste dans la boue. Je change rien. Mais quand on gagne, en général, la stratégie, tu le disais Charles Gave, mais il y a plein de gens qui le disent et je suis d'accord avec lui, en général, le but du jeu, au niveau des ressources purement financières, on va rester sur quelque chose de matériel et facile à comprendre, c'est quand je n'ai pas d'argent, je prends beaucoup de risques, je perds tout le temps, puis à un moment donné, je gagne. J'arrive avec un matelas. Bah, quand j'ai ce matelas, je ne prends plus de risques. Je prends des risques tout petits, avec beaucoup d'argent, et ça me crée un matelas qui continue à grossir, mais j'ai terminé ma vie financièrement. Après, il y a la vie spirituelle, culturelle. Je peux m'adonner à des chantiers un peu plus sympas que juste aller gagner de l'argent de façon idiote. Voilà. Ben, c'est ça qu'a fait, enfin, c'est ça l'erreur stratégique, en fait, de ces élites. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà un matelas, elles ont pris les risques comme si elles n'avaient rien, puis elles ont perdu le matelas. Et nous devons à nouveau, dans quelques années, parce que là, aujourd'hui, c'est pas nous, c'est pas les jeunes qui ont un pouvoir politique dans ce pays, c'est pas les jeunes qui décident. Il y a beaucoup de jeunes talentueux, ambitieux, intelligents qui, je pense, arriveraient à créer quelque chose de bien de ce pays. Aujourd'hui, c'est pas ces jeunes-là qui ont, entre guillemets, le pouvoir. Il faudra attendre, mais quand ces gens-là auront le pouvoir, effectivement, on partira de zéro, on pourra petit à petit reconstruire. Ça va prendre
Par contre, je pense, hein, honnêtement, ça prendra au moins 3-4 générations. Il faut s'attendre à un chantier d'un siècle, un siècle et demi. Je ne vois pas comment on peut créer un pays à partir de rien en 20 ans. Alors la Chine a réussi à le faire, mais la Chine, c'est un cas très particulier. C'est un cas très particulier. On ne peut pas généraliser en disant la France, qui est un hexagone. Enfin, c'est un petit pays, même si on a le plus grand empire maritime du monde. Et d'ailleurs, qu'on va sûrement perdre. On reste un petit pays sans ressources naturelles. Ça va prendre du temps. Et il faudra effectivement trouver notre axe de différenciation. Et à la limite, je l'ai déjà, l'axe de différenciation du français, pour moi, c'est l'intellect, en fait. C'est là où il faut être malin. C'est qu'on n'a pas de matière première. Certains diront on a des idées en rigolant, en disant oui, nanana. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, si on pousse le vice un peu plus loin, on se dit, écoute, quitte à être intelligent, autant créer un pôle intellectuel très très fort et exporter de l'innovation. Et là, on gagnerait de l'argent. Hein. Mais sauf que nous, on forme des mecs très intelligents qui vont ensuite, eux, partir aux États-Unis, créer des brevets aux États-Unis. Bon, ok, c'est intéressant. La matière première est là, mais elle est transformée ailleurs. Hein, on en discutait avec je ne sais plus qui d'ailleurs. L'argent ne se fait pas dans la matière première, mais dans la transformation. C'est pour ça que quand les pays africains vous disent, du continent africain vous disent, on a les matières premières, on est censé être riche. Non. Hein, prendre la matière première brute, ça ne vaut pas grand-chose. Quand vous la transformez en quelque chose, c'est là où la marge se fait. Donc c'est les pays qui transforment qui l'ont. Pareil pour la France. La France est un vivier de matières premières intellectuelles. La transformation se fait ailleurs. On produit des mecs intelligents, mais ensuite transformer ces mecs intelligents et convertir cette intelligence en quelque chose de concret, des fusées, des brevets, de l'intelligence artificielle, ça se fait aux États-Unis. Maintenant en Chine d'ailleurs, aussi beaucoup plus, mais nos Français vont plutôt aux États-Unis. Les Chinois sont plutôt Chinois-Chine. En général, les Français vont s'exporter plutôt aux États-Unis. Donc il nous faut maintenant cette transformation. Et pour transformer la matière première intellectuelle en brevet, hein, c'est leur truc, ReArm Europe, machin truc, leur projet de recherche là où ils ont investi, ils ont mis la Suisse dedans. Mais tu ne peux pas avoir cette espèce de terreau fertile à l'innovation quand tu as autant de règles. C'est antinomique. Hein. Innovation, régulation, c'est antinomique, ça ne marche pas. Ce sont deux concepts radicalement opposés qui sont situés aux antipodes. Donc, voilà. Tu vois, si on suit l'histoire, tu vois, pour moi, le but d'arriver, et ça, si tu veux, moi, je regarde ça, si tu veux, mais les écrits de mes équipes en témoignage. Hein. Nous, on écrivait sur le monde post-occidental, sur la multipolarité, c'est ça, on est au numéro 32-33 de la revue, qui est un trimestriel. On écrivait ça dans les numéros 6 et 7, donc ça nous remet quand même quelques années en arrière. Et à l'époque, c'est quand vous rêvassez, l'Occident est dans une mauvaise passe, mais c'est quand même lui qui a quasiment les meilleurs gènes, tu vois. C'est lui qui a le meilleur terreau. Alors, vous rêvez en couleur, ils vont vous plier, et ils vont vous plier, non pas uniquement sur leur force, mais sur votre médiocrité. Ça a fini par arriver. Si tu reprends les 4 cavaliers que tu nommais, ils ont tous un point commun. C'est qu'en réalité, ils sont systémiques, si tu regardes bien. Et ils sont systémiques d'une économie où, comme tu as renoncé à toute souveraineté, tu as renoncé à toute responsabilité qui va avec. Donc, résultat, quand tu renonces à la responsabilité, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux te tromper, tu peux faire n'importe quoi, il n'y a pas de conséquences. Donc, et comme il n'y a pas de conséquences, tu vas faire quoi ? Toi, tu vas plus faire de développement. Le développement, de toute façon, demande une impulsion. L'impulsion, tu l'as plus. Donc, tu vas faire de ce que le camarade Charles appelle le capitalisme dit de connivence. Donc, en réalité, tu vas généraliser la corruption. Point 1. Pour éviter que ça se voie, tu vas devoir faire du traitement social du chômage, que tu vas coupler avec des aides indues pour certaines entreprises et pas d'autres. Situation française. Tu vois ? On a fait l'euro, énorme connerie. On indemnise des entreprises qui, pour la plupart, produisent plus en France, alors que le petit patron lui crève. Donc, résultat, on n'indemnise même pas celui que l'euro va tuer. On indemnise ceux qui peuvent gueuler. Et dans les deux cas, puisque le traitement social du chômage est exactement le même système, pour tous les deux sur fonds publics, sur une partie de la population anciennement productrice, et qui tu détruis le travail, mais il faut l'empêcher de gueuler. Donc, tu crées une économie de rente parasitaire d'en haut et une économie de matelas d'en bas qui est juste un chloroforme social pour que tout le monde ferme sa gueule.
évidemment, tu fais quoi en faisant ça? Tu fais de la dette. Ah oui, vu que l'économie de production a été détruite, t'es bien placé pour le savoir, c'est toi qui l'as vendu. Donc, ensuite, redis-moi les deux autres cavaliers utilisateurs. Insécurité, Eh bien, comme, si tu veux, tu es dans ce monde où tu tiens tout uniquement par le gavage, et que toi, tu n'as plus de responsabilité, tu n'as plus d'impulsion, tu n'as plus l'impulsion de défense. Parce qu'à la fin, tout simplement, quand on dit oui à tout, De Gaulle le disait, quand on dit oui à tout, on s'oublie soi-même. Et quand en plus, comme autre chloroforme sociale, tu as voulu liquider le coût nominal du travail et surtout assurer ton pouvoir, parce qu'à un moment, ça se voit que ta place est indue, eh bien, le plus simple, c'est d'avoir une immigration inassimilable. Pour deux raisons. Un, elle va continuer la destruction du tissu économique d'elle-même, pas par essentialisme néfaste, tout simplement parce que toi-même, tu es un déraciné, tu fais confiance aux autres déracinés pour faire le boulot. Et ils font ce que des déracinés font. Et de l'autre côté, toi, tu n'es plus un pouvoir, tu n'es plus un État, tu n'es plus qu'une administration. Mais par contre, tu mets le couteau sous la gorge du corps social en disant, tu vois les émeutiers ethniques violents qui vont te violer dans les caves. Tu me vois moi, tu m'aimes pas. Mais tu vois le cordon CRS qui t'évite de tourner dans la cave. C'est moi qui l'enlève. Sois gentil avec moi. L'insécurité en France, on n'est pas au Mexique. Hein. L'insécurité en France, n'importe quel spécialiste de sécurité intérieure, et j'ai eu un petit peu de chance, certains ont été mes maîtres, en 6 mois à 1 an, c'est simple, hein, t'as 1000 bandes. Le problème, c'est les bandes. Parce que les bandes tiennent le stup, et donc tiennent l'économie parallèle, et donc tiennent le pouvoir. Ils ont mis leur ordre, parce que toi, tu n'as pas voulu mettre le tien. Une fois que tu as frappé au portefeuille et que tu as écrasé les mecs, ça tombe bien, c'est la clientèle ordinaire de nos commissariats. Donc tu les appelles tous par leur prénom. Donc là, si tu veux, c'est pas l'ignorance invincible. Tu peux les traiter policièrement. Tu ne le fais pas. Et tu ne le fais pas pour une raison, c'est qu'objectivement, ils iront très modérément là où toi tu es. Parce que toi, tu as les moyens. Mais par contre, la peur qu'ils vont instiller fait que le corps social ne peut pas se coaguler contre toi. Le lumpenprolétariat a toujours servi à ça. C'est d'ailleurs pour ça que tous les régimes révolutionnaires l'ont écrasé. Parfois d'ailleurs, je dis ça pour une petite leçon d'histoire pour les gens qui pensent que aider la racaille, c'est du marxisme. Là où la racaille a le plus été massacrée, c'est un ordre direct de Lénine quand il prend le pouvoir. Tu as une partie des bolcheviks qui dit on va s'allier avec la racaille. Lénine dit c'est hors de question de s'allier avec les parasites contre le peuple. Au résultat, il a fait flinguer tout le monde. Donc, c'est Dieu. Et le pire, c'est qu'à l'époque, c'était des orphelins de la Première Guerre mondiale. Donc, qui ont fait des gangs de gamins de 13 ans ultra violents. Donc, il a fait écraser des gangs de gamins de 13 ans. Tu vois, mais des gangs qui violaient, qui égorgeaient, etc. Tu vois, la vie était dure dans ce temps-là. Or, nous, aujourd'hui, on est en pamoison devant la racaille, tout simplement, parce que la racaille est en connivence, elle s'en rend pas compte, elle a 200 mots de vocabulaire, dont pute et des capsuleurs, je vais dire, elle va pas faire de l'élaboration intellectuelle très élevée. Par contre, elle sait qui achète sa cam. Si tu veux, je vais dire, t'en fais pas, hein, Jean-Édouard et Mouloud, ils arrivent à se croiser une fois la semaine, et c'est pas uniquement pour le bolossage. Ouais, Tu vois, exactement. tu vois, en réalité, les 4 cavaliers se répondent, parce qu'au centre, t'as une génération qui a dit, moi, je passerai pas. Je passerai pas à la suivante. Je ne ferai pas fructifier. Je refuse ma responsabilité historique et la continuité humaine. Grosso modo, tu vois. Donc, C'est ça, c'est une génération qui a voulu jouer la rupture, et ben, le problème, c'est que la rupture, ça se paye, en fait, hein, rien n'est gratuit. Et c'est d'ailleurs... elle en paiera même pas les conséquences. Et c'est pas que... Enfin, on aime bien dire en France, mais au final, c'est un mouvement. Hein, quand tu réfléchis bien, c'est un mouvement... Alors, si tu veux, la seule question, c'est est-ce que c'est un mouvement strictement occidental,
La plupart des pays occidentaux l'ont eu, faut être honnête. Moi, je pense que c'est un mouvement qui ne peut exister que quand tu as. Moderne. Je veux dire, je suis pas sûr que l'Asie t'a fait le prendre dans la gueule dans quelques temps. Moi, je pense qu'elle le prendra. En fait, c'est un mouvement que tu peux avoir une fois que tu possèdes. En réalité, je pense que les Occidentaux ont pris cette espèce de claque de réalité et ont été possédés avant les. Exactement. En fait, ils sont partis de rien. Ils ont eu beaucoup d'un coup rapidement. Et donc, en fait, ça a duré un petit peu. Puis, à un moment donné, arrive ce qui doit arriver dans tout cycle, hein. Monte, stagnation, déclin. L'Asie se le prendra. D'ailleurs, c'est l'est déjà pris. La Chine, l'Inde étaient des grands empires. Ils se sont pris stagnation parce qu'ils ont refusé de s'armer ou ils étaient un peu arrogants. Les Européens sont arrivés avec des machines technologiques qui leur ont permis, avec des fusils, machin, de mettre tout le monde au pas. Et ben voilà, arrogance punie, tu te rappelles, hein, la Chine, bon, l'Inde, je peux en parler aussi, mais la Chine avait été assez arrogante avec les Britanniques, avec les émissaires britanniques qui venaient commercer avec elle en disant écoutez, on vous reçoit même pas parce qu'en fait, vous êtes des petits pays, on n'a pas besoin de vous. Puis l'autre est revenu avec une armée et il avait justement des canons, des choses qu'il n'avait pas. Donc tu vois, cette espèce d'histoire de je suis puissant, je suis arrogant, je perds, c'est quelque chose d'humain et c'est quelque chose qui se répand partout. Donc aujourd'hui, c'est l'Occident qui le prend dans la tête. Demain, ce sera très probablement l'Asie, s'il continue à faire preuve de manque de sagesse. Pour l'instant, ça va, ça tient. Je vois quelques signaux faibles dans certains pays, que ce soit en Chine ou en Inde, où tu as les classes très très riches qui commencent vraiment un petit peu. Après, c'est des pays où ça a toujours été comme ça. Mais tu sens qu'il y a un petit peu ce même effet. Il y a une fuite des très riches en Chine, hein. Les très riches en Chine vont à Singapour et les très riches en Inde vont à Dubaï, hein. C'est aussi simple que ça. Ou à Maurice, ils mettent leur argent à Maurice ou à Dubaï. Donc je vois un petit peu cet effet où en fait les gens très riches qui ont fait de très grosses fortunes dans ces pays-là commencent un petit peu à partir parce que les gouvernements aussi locaux sur place sont peut-être pas forcément les plus gentils, hein. Ils veulent commencer un petit peu à taxer, machin. Mais si tu veux, ce qui s'est passé en Occident, l'Asie n'est pas immunisée. Il n'existe pas un vaccin contre la bêtise, hein, ou auquel cas il faudrait le propager. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un coût commercial à faire. Et donc, par exemple, aujourd'hui, tu me dis, mais Sylvain, est-ce que ça peut arriver sur le continent africain? Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore en mesure de l'avoir. L'Afrique n'a pas encore. Quand l'Afrique, peut-être un jour, si elle arrive à se développer, elle aura les mêmes problèmes que tout le monde. D'accord? Elle se confrontera à cette génération qui a construite, cette génération qui a essayé de faire vivoter l'héritage, puis cette génération qui viendra la dilapider de façon goulue, comme ça a toujours été le cas partout dans le monde, tu vois. Le plus dur, je pense, c'est de transmettre de la sagesse, en réalité. C'est vraiment la chose la plus dure, hein. Avoir un bon gouvernement qui transmet de bonnes valeurs à son peuple et être dirigé par des gens sages qui se projettent sur le temps long, qui ne veulent pas être corrompus. C'est très dur parce que dans la nature humaine, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est que chaque être vivant a besoin de se prouver. Je veux dire, si t'en reviens à une racine un peu essentielle de l'homme à la base n'est pas fait pour vivre dans le confort, hein. L'homme vit dans la nature est dure et injuste. Tu te lèves le matin, tout va bien, l'après-midi, il y a un tsunami, et puis le soir, je dis une bêtise, il y a une météorite. Et il faut vivre et survivre à tout ça. Donc on est constamment mis à l'épreuve. La souffrance est en réalité un coût fixe de la vie, ça n'est pas un coût variable. D'accord? C'est-à-dire que la souffrance est le loyer que nous sommes censés payer au quotidien. Et aujourd'hui, nous, on en a fait un coût variable parce qu'on a été suffisamment intelligent, et c'est très bien. Moi, je suis très heureux de vivre aujourd'hui. Pour rien au monde, je n'aurais aimé vivre il y a 50 000 ans, tu vois. Mais il faut juste comprendre ça. On a transformé la souffrance en un coût variable. Le coût fixe, il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus aujourd'hui de coût fixe. Tu te lèves le matin, tu es dans ton lit, téléphone, hop, 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 un petit mail. Le midi, petit Uber Eats. Le soir, t'as ta femme. Tu vas dîner avec des amis. Enfin, la vie est belle. D'accord? Et même pour les gens qui pensent qu'ils ont une vie de merde en France, je suis désolé, tu manges à ta faim, tu vois, tu te fais des petites pâtes, tu vas avec tes potes, tu vas jouer au foot. Enfin, la vie est belle, quoi. Tu vois, t'es pas au champ en train de te faire fouetter comme un chien toute la journée par 40 degrés. Donc, nous avons transformé la souffrance en un coût variable et non plus en un coût fixe. Et donc, on se sent vide. On n'a plus d'occasion de se prouver à soi-même quoi que ce soit. Et donc, il existe un vide intérieur que chaque être humain aujourd'hui... Et encore, nous, ça va. Années 90, toi, années 80, on a eu l'occasion de se prouver des choses. Moi, je m'en suis beaucoup prouvé parce qu'on n'a pas encore eu la société hyper technologique. Le premier téléphone, j'ai eu à 15 ans.
14-15 ans, toi peut-être voilà, un peu plus large. Donc on a vécu toute une vie où nous, en fait, quand on était petits, on allait jouer avec les copains dehors, foot, vélo, faire des bêtises, personne ne savait. On rentrait à la maison, on se prenait une claque. Mais tu vois, une vie simple. Bon, aujourd'hui, les enfants et nos enfants, c'est vrai qu'ils vont avoir un défi assez différent. Ils auront l'intelligence artificielle qui va venir résoudre tous les problèmes. Tu sais que tu peux acheter un robot dès aujourd'hui, $20 000, $500 par mois ou $20 000. Il vient, il retire la vaisselle, machin, il fait les tâches ménagères. C'est la version numéro 1 du robot. Hein. Tu as Optimus et tous les autres robots qui sont en train d'être développés. Ma grande pensée, c'est que dans le futur, tous les métiers ingrats qu'on connaît aujourd'hui, qui sont dégradants pour des êtres humains, nettoyer des chiottes, ce genre de choses, qui sont très durs, seront faits par des robots. Donc ça va mettre beaucoup de gens au chômage, mais ça va créer aussi un certain vide. À quoi est-ce que je sers? Hein, c'est la question du 21e siècle. Nous, on n'a pas à répondre à cette question parce qu'on s'est prouvé les choses. On a vécu dans un monde sans technologie. Les enfants, les tiens, les miens, vont devoir affronter cette question. La souffrance étant un coût variable et non plus un coût fixe, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et comment je me prouve que je vaux quelque chose? Et ils vont devoir répondre à ces questions et ça va être intéressant c'est un fardeau assez élevé, hein. C'est-à-dire que, bon, en fait, on se dit: «Ils ont pas de souffrance, la vie est belle», mais en fait, tu vois? Ils vont devoir se trouver un sens et donc je pense que c'est vrai que la spiritualité peut être une réponse, mais il y aura beaucoup enfin, il y a il y a un vrai changement de société, un vrai changement de paradigme. Non, non, c'est ça, là, pour le coup, ça, c'est notre responsabilité. Je veux dire, moi, si tu veux, je le dis sincèrement, je ne suis pas en pamoison, moi, devant l'IA ou devant des trucs comme ça. Pour moi, ce sont des défis. Moi, si tu veux, moi, le monde Dr Bias, Laurent Alexandre, tu vois, très peu pour moi. Or, le problème, c'est que si tu veux, parce que c'est le monde des hommes en trop. Or, le monde des hommes en trop, t'as deux choix pour le régler. Enfin, non, t'as trois options. Soit tu les tues. Bah oui, bah oui. Mais à un moment, t'auras bien un taré pour le penser, puisque dès qu'il y a des hommes en trop, t'as toujours un petit malin qui dit J'ai une solution sans cours. J'ai une petite idée. soit tu les laisses être les morts blanches d'une guerre économique, donc tu les fais s'effondrer psychologiquement, ce qui, pardonne-moi, est exactement la même solution que la première, mis à part que t'as pas le courage d'appuyer sur la détente, mais tu vaux pas beaucoup mieux. Soit tu changes de paradigme. Moi, tu vois, travaillant sur la participation gaullienne. La participation gaullienne, c'est très simple. C'est quand De Gaulle se pose la question, on va avoir des gens avec des métiers de plus en plus automatisés, des gens de plus en plus intelligents. Et donc des gens qui vont poser la question du sens dans un monde féodal qu'est le monde de l'entreprise. Féodal par nature. Donc, ça peut pas durer, ça va sauter. Donc, d'où le fait qu'il trouve un point commun, enfin non, même pas, une dilatation de la notion de salarié pour en faire un associé. Parce que là, tu associes la force de travail et la force de décision. Donc d'un côté, tu remets du sens dans la relation de travail, sans nier la relation hiérarchique. Parce que sinon, ça allait sauter. On a pris une autre voie qui est la liquidation de la fonction d'entrepreneur par la notion de manager, et tout le discours idéologique est allé avec, qu'on appelle le management moderne. Donc, résultat, on a reculé pour mieux sauter, et mis à part qu'on avait des boîtes qui avaient du cash, et des savoir-faire, et qui devaient faire un bond en avant, on a décidé de faire un pas de côté en liquidant la fonction d'entrepreneur au profit d'un conseil d'administration, et résultat, on a des boîtes qui vont dans le mur et qui n'ont plus de cash. Donc, je parle sous ton contrôle. Donc, si tu veux, beau bilan, on a juste perdu 40 ans. Donc, on a juste perdu 40 ans, juste parce qu'on n'a pas voulu sortir les doigts. On a voulu que l'entreprise française reste qu'elle était au 19e siècle, c'est-à-dire des rapports féodaux. Or, aujourd'hui, on va avoir les rapports féodaux avec les robots. Ça va être vachement sympa, hein, l'entreprise du futur. Je commence à étudier les Dark Factory. Ok. Donc des robots, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est on en avait parlé la dernière fois, c'est les robots qui programment des robots dans des boîtes où il n'y a pas où il y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de lumière. Ça va être sympa le mode productif. Tu te rends compte que maintenant, on a fait, tu vois, en 40 ans, on a détruit ce que De Villiers appelle tout à fait à raison les murs porteurs d'une société, et on a
totalement propagé une crise de sens partout. Alors tu as tout à fait raison, c'est pas la première fois. Mais le plus dur, ça va être de remoraliser les populations, leur redonner le moral pour qu'elles affrontent ça. C'est la même chose avec nos enfants. Il va falloir leur donner de l'ego, pas de l'ego boursouflé, de l'ego, une image de soi. Pour dire, dans le monde, tu as ta place dans un monde que tu ne dois pas laisser être le monde des machines. Tu vois, moi, si tu veux, le discours que l'automate vaut mieux que nous, très peu pour moi. Moi, je suis pas du tout de cet accélérationnisme-là. Tu vois, moi, les gens qui parlent à Grok comme si c'était leur pote, je l'ai vu. Hein. Là, tu vois, tu as des cas en psychiatrie parce que tu commences à avoir des papiers. Une adolescente tombe charnellement amoureuse de Grok. On pense qu'elle déraille. On lui fait faire les examens. Elle est réellement amoureuse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Tu vois, tiens, ça ouvre une autre discussion et je pense qu'elle va être intéressante pour notre auditoire parce que c'est des discussions un peu novatrices. Je n'ai pas vu beaucoup de gens qui parlent de ce genre de thème, donc c'est bien qu'on les lance ici sur le cercle. C'est à quoi ressemblera la société de demain? C'est un sujet sur lequel moi je réfléchis tous les jours en ce moment et j'aimerais qu'on en discute ensemble parce que ton point de vue est intéressant. Moi, j'ai une vision assez spéciale. C'est que je pense réellement, étant un pragmatique, que le progrès n'est pas, on peut pas l'arrêter en fait. Alors peut-être qu'en Europe on mettra des règles, mais partout dans le monde ils vont laisser le truc. C'est trop puissant en fait. Je te donne un exemple concret. On est en train déjà de faire en Chine, ils sont en train de faire des vaccins contre le cancer, en Russie aussi d'ailleurs je crois, donc qui arrivent à directement aller taper les cellules cancéreuses. Il y a d'autres trucs, traitements contre le diabète de type 1. Je suis diabétique, je suis très content, mais je pense même, j'en parlais hier avec un ami, que, je sais plus où j'avais lu ça, que les enfants nés après 2005 ou 2006 vont théoriquement pouvoir vivre jusqu'à 200 ans aujourd'hui, avec les avancées de la médecine, avec toutes ces belles choses, tu vois? Et nous, aujourd'hui, si on est suffisamment intelligent, on est né dans les années 90, si on arrive à se maintenir tranquillement encore quelques années, on va peut-être pouvoir accéder à des traitements qui nous permettront d'améliorer notre vie, santé cardiovasculaire, traitement immunitaire si on a des cancers, et cetera. On aura accès à des choses qu'on n'avait pas avant. Et donc potentiellement, la vie sera de plus en plus longue. Donc, qu'est-ce qui faisait enfin, le piment aussi de la vie, c'est que bah, tu pouvais crever du jour au lendemain. Donc en soi, tu as toujours cette espèce, t'as toujours cette quête de je dois aller vite, je dois prouver quelque chose, je dois apporter ma pierre à l'édifice du monde parce que demain, bah, c'est fini en fait. D'accord? Aujourd'hui, quand le monde est donc dans une société où je suis éternel potentiellement, tu vois, je suis éternel, je peux être en bonne santé très longtemps. Le travail manuel, on va dire, à très faible valeur ajoutée est transféré au robot. Il me reste ma place à trouver. Quel type de société va-t-on construire? Et je rigolais à mon ami et je lui ai dit: «Mais écoute, on va peut-être devenir, en fait, des elfes comme dans Le Seigneur des Anneaux». Tu sais, ceux qui vivent des centaines d'années, des sociétés sages, et cetera. Il faudra baser nos modèles sur des sociétés où on transmettra une sagesse, qui durera 200-300 ans et en fait, on aura plusieurs vies. Les 30, 40, 50 premières années de nos vies, on fera quelque chose, les 50, années suivantes, on fera autre chose et ça va devenir un peu enfin, il faudra raisonner en métacycle, en fait, tu vois? Mais c'est intéressant d'ouvrir cette discussion parce qu'aujourd'hui, on raisonne, à l'échelle de 60-70 ans. On se dit: «Bon, sur 60-70 ans, qu'est-ce qu'il faut planifier pour l'économie?» et cetera. Mais quand tu raisonnes sur le temps long comme ça, mais sur un temps réellement long, ça réorganise tous les rapports entre les pays, l'économie, tout va changer. Tu dois planifier sur 300 ans, tu vas vivre jusqu'à 300 ans. La façon dont tu utilises ton corps, l'alimentation, tes rapports à l'investissement, tes rapports à ta famille. Si tu sais que tu vas être avec eux pendant 200 ans, tu vas peut-être pas t'engueuler avec les gens. Tout change. Et donc c'est ça, ce nouveau monde-là, il va arriver et c'est bien de commencer à réfléchir maintenant. Tu as entièrement raison. Je profite pour souligner que c'est dans ce genre de truc où c'est pas trop mal aussi d'avoir des organes transministériels de planification d'État. Bon, personne va en entendre parler, et après vous vous faites écraser par des États développeurs asiatiques qui misent tous dessus. Hein, alors vous me direz, l'Amérique n'en est pas. Si, le Patagone. Le Patagone est le planificateur de l'économie américaine. C'est à ça que ça sert. Donc ça emporte juste pas le nom. Mais vous faites, et vous, de face à tout ça, vous avez opposé François Bayrou. Donc ça, Rapport de force, il n'y a pas de souci. Si c'est la même équipe qui gère en cas d'attaque nucléaire, vous nous prévenez avant, hein, quand même, faut se faire. Parce que mais bon.
Après, on peut l'utiliser comme projectile, parce que si tu vois, entre ça et l'archer, je les attends, les Russes. Mais donc, Poutine n'ose pas approcher. Poutine est au courant. Attention. Donc, Poutine n'est pas bête. Donc, tu vois, à l'instant T, ce que les données nous disent, c'est que pour l'instant, mais tu as raison, il n'est pas du tout dit que ça continue. Moi, tu vois, ce qui m'intéresse énormément dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on va opposer justement un modèle d'État développeur, particulièrement dans le côté de la médecine, sur l'État juriste anti-occidental, qui est un post-État, qui est un anti-État profondément. Et dans la santé, ça va dire quoi? Revenons 2 minutes en arrière. Aujourd'hui, l'espérance de vie de l'occidental moyen se casse la gueule, et particulièrement de l'américain moyen. Pourquoi? Tous les dérivés de l'obésité morbide, plus les dérivés de l'oxycodone. L'américain moyen s'effondre. Par un capitalisme du désastre, exactement comme les 5 ans d'espérance de vie que les Russes ont perdu sous l'ère Yeltsin. Et au hasard, puisque c'est l'équipe, là, Dick Cheney vient de mourir, gardons nos larmes pour l'intimité, et c'est l'équipe Cheney qui avait mis ça en place, que je rappelle que l'aspartame, qui fait doubler de volume, enfin c'est lui, on dit l'américain a toujours été gros, c'est pas vrai, ça c'est de la connerie en barre. L'américain a un écart avec les Européens en taille moyenne, en énergie, enfin en masse, à partir de la fin des années 70. Pourquoi? Généralisation de l'aspartame, puis ensuite des acides gras trans. Qui est l'homme qui est devenu richissime après avoir été un pétrolier raté par l'aspartame? Donald Rumsfeld. Alors, je savais pas que pour les acides gras trans, oui, mais alors l'aspartame, ça, je savais pas, tu vois. Ah si, parce que l'aspartame, si tu veux, Parce que c'est une molécule où on te dit que c'est une molécule sans sucre, bon, assez naturellement, tu que ça, c'est qu'elle annule la satiété du sucre. Donc, donc en fait, ça te coupe la faim. Enfin, en fait, non, au contraire, ça te coupe pas la faim, ça te laisse tu ne peux pas. Le corps humain n'est pas fait pour reconnaître cette molécule. D'une molécule qui n'existait pas. Tu vois, nous avons mis des siècles à avoir des millénaires à nous habituer à nos systèmes alimentaires. On joue pas avec ça. Et c'est pour ça que l'humanité a créé des exceptions agriculturelles avant de créer des exceptions culturelles. Le Mexique, c'était des milliers c'était magnifique le Mexique mexicain. Enfin, le maïs mexicain. Le Mexique a créé des centaines, des milliers de races de maïs. Pardon. Tiens. T'es chaud là avec les Mexicains. Non mais le problème, c'est que quand United Fruit est arrivé au Mexique, elle a dit « il y en a 4 qui m'intéressent, tout le reste, dehors ». Et le souci, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des maïs médicinaux, il n'y avait pas que du culturel derrière, ça avait été fait de main d'homme par sélection, et les boîtes américaines, on n'y a rien à foutre. On a besoin du maïs le moins cher, et s'il est de piètre qualité, on s'en fout. Pour faire du volume. Va chialer dans ton sombrero et dégage. Mais tu as l'heure et en niant ces exceptions agriculturelles, tu as 4 grandes civilisations de l'agriculture. La civilisation du mil, la civilisation du riz, la civilisation du blé, la civilisation du maïs. En les niant, on a bousillé. Et de l'américain moyen, ça a été aspartame, acide gras trans, et la privatisation des cantines scolaires par Reagan, c'est l'un des premiers trucs qu'il fait, alors que Eisenhower, qui lui avait eu faim, différence, tu vois, l'avait créé pour que enfin le petit américain moyen ait un repas local, équilibré. Et pourquoi? Parce que lui, il pensait en faire aussi des soldats. Eisenhower, c'était pas tout à fait un militaire en carton. Et c'était un général, là, déjà. Le problème, c'est que tu as juste après Reagan, tu as la naissance de l'obésité morbide infantile américaine, c'est-à-dire celle qui est la plus meurtrière. Or, tu associes cette obésité morbide avec l'oxycodone, donc avec les morphiniques, qui a tué quand même 500 millions d'Américains, 10 Vietnam, et pour laquelle personne n'est allé en tôle et que la seule sanction qui soit tombée, c'est une très belle série Netflix jouée par Michael Keaton. Tu vois? Et le pire, c'est que Donald Trump, tu sais qu'au début, le démocrate joue à faire monter Trump pour bousiller les républiques. Et Trump sort du mur du silence grâce à ça. Et oblige Obama à dire « Dites-moi que c'est faux. Dites que ce que j'ai dit est faux. Qu'il y a 100 000 Américains qui en meurent par an. » Obama est obligé de dire « En vrai, on a un petit problème.
C'est-à-dire, au passage, je rappelle qu'on a tué 4 millions de gens suite à l'affaire du 11 septembre. Le 11 septembre, c'est 3000 morts. L'Amérique a accepté de perdre 100 000 personnes par an. Et aujourd'hui, tu vois, c'est absolument délirant. Et personne n'a été jugé, rien et que dalle. Tu vois, et d'ailleurs, les labos qui ont menti sur la morphine, ils ont fait de faux articles pour dire que la morphine ne suscitait aucune accoutumance. Ah bon? C'est-à-dire, ils ont inversé une donnée fondamentale de la médecine depuis un siècle, et personne n'a dit, attends, va vous prendre, bande d'escrocs. Et tu vois, tu as tu vois, quand je vois aujourd'hui l'intelligentsia des pays de la multipolarité, qui maintenant participent au débat intellectuel international. Tu vois, tu as David Lee, qui est un intellectuel proche de la Chine, qui a dit non, nous, on est une économie de marché, vous êtes un régime capitaliste. Parce que nous, dans une économie de marché, tout le monde peut tomber. Jack Ma est tombé. Chez vous, on peut faire, tant qu'on a du pognon, on peut faire n'importe quelle saloperie. Chez vous, on tombe pas. Nous sommes une économie de marché, vous ne l'êtes plus. Et il faut écouter ça. Je pense qu'il faut écouter ça. Quand la Chine fait, par ses politologues, étudier ce qu'ils appellent les États ingénieurs, donc les États développeurs, il n'y a pas de nouveauté, mais que nous, ils voient, et particulièrement l'Amérique, ce qu'ils appellent des États juristes, c'est-à-dire des États verbeux et improductifs, il faut écouter ça. Il faut écouter parce que ça ne nous juge pas. Mais à un moment, je pense qu'on est trop boursouflé. Tu vois, le complexe postcolonial est trop fort dans la pensée des Occidentaux. Et je pense que ce complexe postcolonial, Tu vois, on n'arrive pas à se... alors, est-ce que tu peux le définir, ce contexte, ce complexe postcolonial, juste que je... C'est-à-dire que, tu vois, on est passé de la pride parce qu'on était fort à la shame pride. Oui. Ah oui, Et tu veux dire, comme géant. oui, tu veux dire la flagellation à outrance. Ouais. Alors que, si tu veux, et ça, nous le disions lors de la dernière fois, ça n'aide personne. L'Asie n'a pas eu besoin de notre shame pride, elle a fait. L'Afrique compte sur notre shame pride, elle ne fait pas en partie, et alors elle fait, heureusement, mais pas assez. Pas assez parce qu'une partie de sa population attend des excuses, des machins, etc., qui ne viendront jamais, parce que aussi elles sont en partie indues. Moi, je n'aurais rien fait. Moi, j'aurais rien fait, toute ma famille n'aurait rien fait, mais on n'y a jamais foutu les pieds. Donc, si tu veux, on est des paysans d'Auvergne, à la base. Hein. Or, le problème, c'est que nous, on est regardés comme j'ai honte, regardez comme je crache sur les tombes de honte de mes ancêtres, et comme je vaux mieux. C'est ça, ce concept. Alors que, fondamentalement, on a la même arrogance, c'est-à-dire, je vais vous apprendre la vie, et alors le pire, c'est qu'on a en plus radicalisé le concept colonial, parce que, avant, le colonisateur, il s'arrêtait à la chambre à coucher. Maintenant, on va leur dire, tu sais, il faut être inclusif en toute situation. Alors, dans certains pays, de l'inclusif à l'intrusif, je te laisse faire les transitions. Et c'est là où tu rejoins ta troisième qualification. Non, mais pour rebondir sur ton propos, je pense que ça va... je pense que l'Europe et la France peuvent changer, mais ça se fera éventuellement avec un changement de gouvernance. Tu me diras, Emmanuel Macron n'est pas si vieux que ça. Hein. C'est pas un boomer, c'est pas un 68ard. Donc, Fona Sauterelle, il a aussi une part psychologique. Il a une part, un type d'homme. Ça crée un type d'homme qui, idéologiquement, effectivement, aujourd'hui est atteint. Hein. Aujourd'hui, quand tu regardes le capital humain en France, il est très faible. C'est-à-dire que dans le discours dominant, quand tu discutes avec des jeunes, c'est globalement monter une entreprise, c'est un truc de salopard. Travailler, oui, mais il faut qu'on redistribue. Enfin, tu as quelques concepts clés qui reviennent tout le temps. Sauf que ce ne sont pas des concepts clés qui permettent d'avancer. Quand tu les mets bout à bout, ça n'est pas ça qui a construit la France ou un pays gagnant. Bien sûr. Ils le comprendront une fois qu'ils seront tombés. En fait, c'est ça, c'est un petit peu comme avec les enfants. Tu peux leur expliquer les choses, mais tu sais qu'il y a des enfants qui comprennent les choses, qui arrivent à se projeter. Donc, tu expliques un concept abstrait, ils comprennent, ils savent, et puis tu en as d'autres, tu touches pas le feu, il a besoin de toucher le feu, de se brûler pour comprendre.
Aujourd'hui, je pense, pour reprendre cette métaphore, que la France, la génération, le capital humain actuel dont nous disposons aujourd'hui en France, est un capital humain qui n'est pas capable de se projeter sur des concepts abstraits sur le temps long et qui a besoin d'expérimenter et de toucher le feu. Ah, ça brûle, j'ai mal, regarde, maman, viens, machin, me mettre la pommade. Ok, donc tu leur dis, faut un système potentiellement par capitalisation mixte, un peu comme en Suisse, 3 piliers pour la retraite. Il te faut déréguler un petit peu les marchés, il te faut moins de régulation, il te faut moins de fiscalité, il te faut ceci, cela. Tu peux leur donner la réponse au jeu, ils ne la comprendront pas, ils ont besoin encore de se prendre cette petite humiliation du FMI, d'accord, cette petite mise sous tutelle, cette petite crise d'austérité, cette petite... ouais, c'est exactement ça, cette humiliation, pour ensuite se dire, ah, j'ai pris la claque, j'ai pris le feu, maintenant je comprends, on va faire autrement. D'accord. On a expliqué ces concepts-là, on les a vulgarisés, on a essayé de les rendre très populaires, mais je me suis rendu en fait compte d'une chose, c'est que tu ne peux pas faire aller, tu ne peux pas aller contre le gré des gens, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont d'une certaine façon qu'ils soient ainsi, en fait, tu vois? Tu parlais du type d'homme, les poilus, cette génération, c'était un type d'homme. C'est des enfants qui sont nés, et des hommes qui sont nés à un temps où c'était dur. Ils allaient travailler petits avec les parents dans les champs. Ils tombaient, ils se faisaient mal, il y avait pas de sécurité sociale ou quoi que ce soit. C'est maman qui soignait, qui pansait les plaies. Donc ça crée un type d'homme, tu vois? Nous, notre société actuelle crée un autre type d'homme et c'est juste qu'ils vont devoir souffrir pour comprendre, mais ils ne comprendront pas aujourd'hui, comment, en fait, on part de trop loin, Pierre-Yves. On est parti dans un discours, égalitaire, redistributif, tous ces mots-clés, qui fait qu'on est trop loin de ce qu'il faut pour réussir. Ça n'est pas possible, en fait, tu vois? On est obsédé par l'égalité et non plus par la performance, donc déjà, ça ne marche pas. Alors, moi, je suis d'accord avec toi que face, tu vois, c'est le lien des deux questions, avec, si tu veux, ces changements anthropologiques majeurs. Parce que là, pour l'instant, tu vois, on va reprendre les gens on va devoir aider les populations à réinventer des tas de trucs, leur rapport à eux, leur rapport à la santé, leur rapport à la longévité. Et tu as raison qu'en face, on n'a pas créé un esprit de temps long, et particulièrement chez une part de la jeune génération, parce qu'on ne leur a pas légué grand-chose. Ils nous voient tout balancer par les fenêtres et ils se disent pourquoi j'en profiterai pas moi aussi finalement. Et surtout, en fait, moi je comprends tout à fait les jeunes, aujourd'hui, je les ai longtemps fustigés, mais en réalité, je les comprends de plus en plus. Pourquoi est-ce que moi, je devrais payer les dettes de mes parents, en fait? D'accord? Aujourd'hui, un enfant qui naît en France, il a entre 40 et 50 000 € de dettes à rembourser au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Et donc la question assez logique que cet enfant va se poser, et il est tout à fait en droit de se la poser, c'est pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je devrais payer? Et donc à cette question, les aînés vont répondre, bah parce que c'est ton devoir, tu es français, tu dois aimer ton pays, tu dois travailler pour redresser la nation. Puis l'enfant va répondre, mais c'est toi qui as profité. Toi qui me donnes cette leçon, tu as profité, tu as tous les avantages. Et bah, Nicolas ne paye même plus parce que Nicolas ne fait plus d'enfants. D'accord? Donc Nicolas, il est en train de travailler, il ne peut pas regarder cette vidéo et il est en train de se faire fouetter pour payer, tout le monde. Et c'est ça, et c'est une vraie question, pourquoi est-ce que je dois payer les c'est comme si tu vivais dans une famille d'alcooliques, ton père, au jeu, a perdu la maison et on te demande à toi de rembourser les dettes de ton père et tu es tout à fait en droit de te demander: «Et pourquoi est-ce que je paierais la maison et les dettes de cet alcoolique, en fait?» que je ne vois pas. Donc je peux comprendre la jeune génération aujourd'hui. Vraiment, tu vois ça effleuré dans le débat sur l'euthanasie. Vraiment, j'ai choqué sympathique, député démocrate chrétien. Je lui ai dit, vous savez, ne leur donnez pas la seringue avec le seigneur de potassium sur une partie de la génération 68, parce que ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Parce que les mecs, il m'interrogeait, il me dit, comment ça se fait que vous, dans la génération des années 80, je sens que l'euthanasie vous gêne pas, et c'est pas pour des raisons humanitaires. Vous voulez vraiment une réponse? Le fil générationnel a été coupé. Il n'a pas été coupé en aval, il a été coupé en amont. Donc vous me demandez de me raccrocher à un fil qu'on a coupé. Vous me demandez d'assurer la fin de vie de gens qui ont rendu la vie de mon fils impossible. Qu'il l'ait voulu ou pas, peu importe. C'est un état de fait, c'est un état de l'art, ça.
je ne les incrimine pas. Mais moi, j'estime, tu vois, que moi, je serai aux côtés de mon père jusqu'au bout, pas uniquement parce que c'est mon père, parce qu'il nous a, à nous, mes frères, mes sœurs, tout donné. Le problème, c'est que globalement, vous voyez la différence entre individu et génération, c'est que les 2 générations qui suivent la génération sauterelle, elle se dit, mais on va récolter que des dettes, des emmerdes et la servitude. Et la servitude. Parce que c'est la même... Tu vois, avant, il y avait un mythe économique en France, qui n'était pas d'ailleurs totalement un mythe, ce qu'on appelait les 200 familles. Aujourd'hui, les 200 familles n'existent plus. Elles ont tout vendu. Donc, résultat, un pays, on va prendre le cas de l'Inde, qui ne le fera pas parce qu'elle ne nous est pas hostile. Mais l'Inde voudrait que nous ayons des problèmes d'approvisionnement en médicaments. La Chine voudrait que nous ayons des problèmes d'approvisionnement en... mine en terre rare, exactement. En terre rare. Je parle même pas de la Russie et de l'énergie. Hein. Donc, vous n'avez pas voulu de la souveraineté? Vous avez la dépendance. Voilà, si tu veux, les Coréens, Bien sûr. ça magnifiquement, Bien sûr. Saté, Juche, autosuffisance ou servitude. Au choix. Nous, on a fait le choix, la souveraineté, c'est plus pour nous, c'est ringard, c'est nazi, c'est ce que tu veux. Résultat, on a tout vendu, parce que tout s'achète et tout se vaut, et tout se vend. Et bien là, tu vois, l'Occident a pris il y a 15 jours, hein, une belle leçon là-dessus, qui est la leçon des terres rares chinoises. Tout s'achète et tout se vend? Non. Et là, tu vois, état de juriste et de commerçant qui se heurte à un état d'ingénieur. Non. À n'importe quel prix? Non. Et là, ensuite, t'as Van der Leyen qui se pointe en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Ah ben, on a vu. Tu vois, on a vu, c'est... Il ne se passera rien. Elle n'a aucun levier de négociation. 3, 2, 1. Oui, elle n'a aucun levier de négociation. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen a réussi l'exploit absolument fantastique de délocaliser toute l'industrie allemande et européenne aux États-Unis, de renvoyer nos meilleurs ingénieurs rejoindre les rangs des plus prestigieuses unités de recherche américaines, voire même asiatiques. Il y en a d'autres qui partent en Asie. Mais à part ça, je ne vois pas quel a été ça. Et puis d'ailleurs, je ne comprends même pas quel est réellement son mandat, en fait. Hein, qui a élu cette personne pour prendre des décisions aussi critiques pour l'avenir de centaines de millions de personnes, pour 200 à 300 millions. Il est responsable de son propre mandat, tu vois. Parce que là, maintenant, on a recréé un État soviétique. Exactement. Mis à part que ça avait quand même plus de gueule quand c'était des vieux avec des batteries de médailles, tu vois. Des vieux avec des batteries de médailles et puis rouges, hein, c'est ça. Là, c'est vrai que le bleu, c'est un peu ça. Donc ça fait un peu vieux. Donc je suis d'accord avec toi. Je pense que la jeune génération va en vouloir, en tout cas, à l'ancienne génération. La question que nous devons nous poser, c'est aujourd'hui, nous, quel sera notre rôle là-dessus? Parce que en réalité, ta génération, ma génération, on n'est pas suffisamment nombreux pour prendre le pouvoir, en fait. Hein. Tu regardes les votes, on n'est pas assez nombreux. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Donc, dans tous les cas, les voies démocratiques ne marchent pas. Bon, les voies autoritaires, je ne pense pas que tu ailles mobiliser des ressources pour faire un coup d'État. Ça ne marchera pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il te reste comme choix, au final? C'est rester et fermer ta gueule. Enfin, globalement, c'est ça. Hein. Tu restes, tu la fermes, bon, tu cries un peu, mais au final, t'attends. Ou tu pars et tu t'exiles, et puis la vie est triste, mais c'est comme ça, tu recommences tout à zéro ailleurs, donc c'est pas forcément super, parce qu'en fait, pareil, hein, quand tu recommences à zéro, c'est un vrai défi hein, humain, hein, c'est jamais agréable. Mais dans tous les cas, il faut être en mouvement. On ne peut pas juste attendre et tu vois, et dire à nos enfants, bah écoutez, en fait, voilà ce qui s'est passé. La France était un superbe pays, un petit peu comme le Liban. Il a été en crise. Bah moi, en fait, j'ai rien fait. Voilà, papa, moi, j'ai rien fait. Puis vous, maintenant, je vous ai fait naître ici. Puis démerdez-vous. Voilà. Je pense qu'il faut trouver des solutions. Soit effectivement, tu peux militer politiquement, mais je te pose la question, Pierre-Yves, d'un point de vue pragmatique, penses-tu que ça a réellement un sens? Dans le sens où tu le vois aujourd'hui, démocratiquement. Tous les jours, je me pose la question. Démocratiquement, de toute façon, tu sais que ça ne marchera pas parce que, en termes de vote et de pouvoir législatif et démographique, tu es minoritaire.
C'est-à-dire que tu ne représentes pas la majorité des gens dans ce pays. Tu es la majorité des gens qui travaillent dans ce pays, hein. Toi, à 30-40 ans, effectivement, tu représentes la majorité des gens qui travaillent et qui payent pour ce système. Mais quand on va prendre en compte la voix de tout le monde, hein, bah, c'est pas toi le majoritaire. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, si tu veux, moi, tu vois, j'analyse toujours ça par le biais du terrain déterminant la mission. Voilà. Hein, quand des marins combattent à terre, c'est des fusiliers marins. Quand des terriens vont se battre sur un bateau, ils deviennent des fantassins de marine. Le terrain électoral est un terrain comme un autre. Et donc, il faut l'occuper comme un autre parce que tout terrain non occupé sera perdu. Donc, l'adversaire réagissant exactement de la même manière que nous. Donc, si tu veux, à titre personnel, je crains, enfin, ce que je pense, c'est que l'utilisation de la politique seule n'a strictement aucun intérêt. C'est qu'aujourd'hui, il faut opposer un mouvement global à un autre. Et un mouvement global, c'est un mouvement économique, culturel et politique. Le mouvement politique seul n'arrivera pas. Pour les raisons, entre autres, et pas uniquement, mais entre autres pour les raisons que tu as dites. Ensuite, je fais confiance aux contradictions du système lui-même, qui est capable, sans même s'en rendre compte, et par justement ce mépris colonial qu'il a retourné contre sa propre population, au nom de leur idée à eux, tu vois. Le problème quand tu crées un truc comme l'Union européenne, c'est que tu donnes une patrie à des déracinés et une patrie qui n'existe pas. Donc résultat, quand ils vont retourner face aux populations qui sont les leurs, et qui ne sont plus les leurs, vu qu'en plus, ils sont l'avant-garde de la vérité vraie, qui arrive, tu sais, comme les tables de la loi, et coup de bol, il y a des élus, ils en sont. Et donc, ils sont là pour te l'inculquer, mais tu vois, au sens fort du mot, hein, tu vois, le inculquer, ça vient de calx, le talon. Inculcare, c'est enfoncer quelque chose dans la bouche de quelqu'un, un coup de talon à la base. Et donc, ils sont là pour t'inculquer la nouvelle religion européiste, très bien. Toi, si tu veux, t'es un païen c'est un paysan, en fait, t'es accroché à ta terre, à ta lignée, donc à des choses anthropologiquement saines, et t'as pas envie qu'on t'évangélise, surtout vu là où c'était un peu de la carte de membre. Donc, t'as pas nécessairement envie. Donc, ils vont réagir par la violence et devenir une élite coloniale, ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça le problème, c'est pour ça que tout le monde ne parle que de guerre civile à longueur de temps, c'est parce que entre eux et nous, il y a un rapport qui est réellement un rapport de domination. Nous ne sommes même plus reliés par quoi que ce soit, on n'est même plus reliés par la langue, vu qu'eux, ils essayent de se raccrocher à l'anglais d'aéroport, vu qu'ils n'arrivent pas à parler un anglais correct. Hein, tu ne me crois pas, voilà le discours de Macron à sa remise à l'Atlantic Council, c'est à pleurer. Or, et si tu veux, dans ce rapport colonial, tu as une société, enfin tu as une société, une société face à l'autre. Donc, soit nous arrivons, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis content que tout le monde fasse feu de tout bois. Moi, je suis très content que des gens apprennent aux gamins à gérer leur patrimoine. Je suis très content que des gens leur fassent des conseils de lecture, que des gens leur fassent du conseil pour être en bonne santé. Parce que si tu veux, à un moment, nous sommes au stade des chiens de faïence, donc on se regarde de travers. Est-ce que ça ira plus loin? Nul ne le sait. Mais moi, ce que je veux, c'est que la partie saine parie sur la vie. Et tu vois, je vais te donner un exemple avec les Trumpistes. L'Amérique peut être sauvée pour une raison, c'est que les gens qui veulent sa fin ne font plus d'enfants. C'est eux qui, au sein de la dépression démographique américaine, font le moins d'enfants. Donc, ils ont fait le choix du biodégradable, par écologie, et je les en remercie. Ah, poubelle jaune. Donc, tu vois, et d'un côté, je me permets, hein, sans appeler à quoi que ce soit, c'est que tant qu'à pas faire d'enfants et à économiser votre présence au monde parce que il faut sauver Gaïa, vous pourriez aller encore plus vite, encore plus rapidement. Hein. Le bus 38 passe toutes les 15 minutes. Le dérapage, c'est bon ça. Ça partait bien. Non, mais par civilité, je dis juste ça pour que personne ne rate le bus. Quoi.
Tu vois, finalement, les gens m'aiment pas, mais je suis quand même un mec sympa. Donc, je donne je te donne l'heure et l'heure du bus. J'ai 1600 balles à Mars. Donc, mais tu vois, tant qu'à faire, c'est pour ça que moi, d'un côté, les gens me disent, tu te rends compte, ils délirent, ils sont cinglés. Je fais, oui, c'est vrai. Mais, tu sais, nous, tu vois, nous, on doit se tourner vers la vie, profondément. Donc, si tu veux, tout ce qui doit tomber, faut le pousser. Moi, ils veulent être des lemmings, tu sais, pendant très longtemps, parce que malheureusement, j'ai été trop bien élevé, je croyais qu'on pouvait sauver tout le monde. Maintenant, Maintenant, le bus 38, c'est la théorie du bus 38. il y en a la théorie du sentier, tu vois, là. Et si tu veux, non, mais tu comprends ce que je veux dire. J'en appelle à la souveraineté, donc j'en appelle à la responsabilité. Tu as des gens qui veulent avoir des modes de vie asociaux et qui veulent tu vois, être le pilote de la Germanwings et que mes 3 gamins soient dans la carlingue. Hors de question. Vous voulez vous foutre en l'air, faites-le. Mais faites-le seul, Je quoi. n'ai pas la force. Hein. Et maintenant, je n'en ai même plus la volonté de vous en empêcher. Par contre, vous le faites tout seul. Hein, vous le faites tout seul, bien gentiment. Et je crains qu'on soit dans ce moment, mais dans ce moment que, par exemple, la Russie a connu il n'y a pas encore si longtemps. Tu avais une partie de la société russe qui a voulu mourir, tu en as une partie qui a voulu se relever, elle s'est relevée, elle a fait. Eh bien, j'espère que ça n'ira pas plus loin. Ce que je crains, c'est que malheureusement, la troisième force que cette part de société décadente a appelée de ses voeux pendant 40 ans et qui aujourd'hui constitue non pas une part de notre peuple, mais différentes diasporas autour de notre peuple, se disent tant qu'à profiter du bordel ambiant, il y a bon. Tu vois, tu vois, c'est le seul cas où on passerait à autre chose. Mais tout le reste, je pense que ce qu'il faut, c'est avant tout parier sur le vitalisme d'une contre-société. Mais dans un mouvement global, pas uniquement dans un mouvement électoral. Et le pire, c'est que je pense quand même qu'il y a encore une majorité de gens sains et que dans les conditions de plus en plus difficiles du système, les gens s'interrogent, tu sais. Moi, à chaque crise, je vois des gens venir m'expliquer ce que je leur ai expliqué 10 ans avant. Oui, ça c'est assez drôle. Et toi, tu dois le vivre. Ça, c'est assez drôle oui, exactement. C'est tout ce dont on a parlé depuis des années. Aujourd'hui, même les gens, hein, des amis à moi qui rigolaient, hein, il y a encore quelques années en me disant, mais vous êtes fous avec votre inflation, votre perte de pouvoir d'achat, la souveraineté monétaire, le déclin de la France, l'insécurité. Vous êtes fous, Sylvain, tu es fou, tu es parano. Aujourd'hui, j'ai des copains qui m'écrivent tous les jours en me disant, ah, mais tu as vu, ils m'envoient des liens d'articles. Regarde la dette de la France. Je dis, mais oui, merci. Ah, mais machin. Mais tu sais, ils disent même pas, ah oui, t'avais raison. Ils disent, ah, mais regarde, hein, c'est chaud, machin, nan, nan. Je dis, mais oui, couillon, ça fait des années que je te le dis, mais c'est que maintenant que tu percutes. Et donc, c'est pour ça que tu disais, je n'ai plus envie d'aider les gens, enfin, ces gens-là à comprendre. Tu as envie de les aider, mais D'aider tous les autres. mais voilà. Et en réalité, moi, j'ai un peu théorisé ça aussi dans ma tête, dans mon esprit. Je me suis dit, mais au final, c'est juste des gens, il existe des gens qui comprennent les choses rapidement, qui percutent facilement, qui sont plus vifs d'esprit que d'autres, hein. Puis tu as des gens qui ont besoin de toucher le feu pour se brûler et comprendre. Voilà, c'est juste ça. Bah, tu comprends que la majorité des gens, si tu fais une courbe de distribution gaussienne, hein, voilà, bah, la majorité des gens au milieu, voire même dans les déciles inférieurs, ils ont besoin de toucher le feu, voire même de vraiment mettre la main tout dans le feu, voire la tête dedans pour comprendre que, ah bah tiens, ça brûle, tu vois. C'est tout. Et en fait, quand tu comprends ça, bon, bah, tu comprends que notre travail d'éducation, celui qu'on réalise au quotidien, d'essayer d'expliquer comment fonctionne l'économie, la politique, les systèmes sociaux, les très intelligents vont le percuter tout de suite et c'est ceux qui constituent le socle de notre communauté, hein. On a des communautés qui font 200 300 000 personnes à l'échelle d'un pays, c'est tout petit. Donc c'est vraiment, on est sur les gens les plus intelligents de cette courbe gaussienne et de cette distribution. Et puis en fait, en réalité, l'autre partie qui va peut-être écouter notre message, mais qui mettra peut-être 4, 5, 6 ans à le comprendre, hein, le temps de digestion est relativement long, l'intestin grêle est plutôt bien fait. Et bien ces gens-là,
il ne faut pas leur en vouloir, il faut juste intégrer le fait que ça sera long et donc que notre métier à nous va être de prêcher dans le désert, en fait, très longtemps, et c'est aussi pour ça qu'il faut aimer éduquer, il faut aimer parler. Voilà, je pense que toi, on a chacun des métiers qui sont différents. Nous, faire des vidéos sur YouTube, ça n'est pas notre métier entre guillemets, mais il faut aimer transmettre parce que, ça va prendre du temps d'éduquer ces gens, ces nouvelles générations. J'ai de plus en plus de jeunes qui regardent nos vidéos, qui me disent: «Mais c'est intéressant ce que vous faites, on m'a toujours appris à l'école que l'économie c'était un truc dirigé, que les riches c'est ceci, que les machins c'est cela». Et en fait, tu as une nouvelle génération qui ne demande qu'à avoir, si tu veux, une information alternative, différente pour enrichir sa pensée. Et ça va être un cycle long et c'est un petit peu ce que la gauche traditionnelle avait fait, hein, quand elle s'était accaparée le monde culturel il y a déjà 30, 40, 50 ans. Mes projets d'éducation populaire, Voilà, tu sais que ça ne paiera pas aujourd'hui. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça se fera dans 20, ça paiera potentiellement dans 20 ou 30 ans. Et encore une fois, nous n'en récolterons même pas forcément les dividendes. Moi, je vois aujourd'hui, d'ailleurs, dans les médias, exactement, c'est vraiment je vois aujourd'hui dans les médias des gens qui reprennent des thèses que j'avais évoquées en 2020, passer sur BFM Business ou autre, et puis se les approprier. Et à la limite, c'est de bon cœur parce que c'était ça le but à la base. À la base, le but, c'était qu'une idée soit transmise. Bon, bah, après que le messager, ça soit X ou Y, c'est pas grave. Mais je pense que le travail qu'on fait, nous, aujourd'hui, est un travail sain. On transmet des bonnes valeurs, une grille de lecture intéressante, on leur transmet des outils pour réfléchir. Après, qu'ils se souviennent que ça soit nous ou pas, bah, s'ils nous rendent hommage, moi, je serais très content. Je me dis: «Bon, on n'aura pas fait ça pour rien». S'ils nous le rendent pas, on s'en fiche. Mais ça paiera dans 20, 30, 40 ans, tu vois? Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de construire aujourd'hui. C'est qu'on est en train d'aider la France de demain à se remettre sur pied. On ne fait pas ce travail pour peut-être les générations d'aujourd'hui, c'est déjà fini, ou en construction, c'est plutôt pour ceux qui arrivent après, tu vois? Ouais. Message d'espoir. Non, mais Et gardons dans notre esprit le temps long. Et j'ai même envie de te dire quelque chose de réjouissant. Si je rebondis sur le début de notre discussion, qui était qu'avec les avancées de la médecine, on vivra peut-être, toi et moi, bah, peut-être pas 60, 70 ans, mais peut-être 100 ans, 110 ans, 120 ans, que sais-je, peut-être 130 ans. Et ben au final, avoir planté des graines il y a 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, pour en récolter peut-être quelques fruits dans 20 ou 30 ans, ça sera, ça sera très peu payé et puis on sera très content d'avoir fait ça dans les années où on était encore jeune, et productif et où on avait de l'énergie pour le faire, tu vois? Donc je pense que c'est un bon service à rendre au pays. Ça coûte pas très cher de le faire. Enfin, ça coûte pas très cher, si ça coûte, hein, ça coûte des relations sociales. Quand tu t'affirmes, quand tu partages ce genre d'idées, tu as tout ton entourage au début qui change, hein, tes amis traditionnels te tournent le dos. Moi, quand j'ai commencé à prendre mes positions publiques sur ces thématiques-là en 2020, mon cercle social a totalement changé. Tous mes anciens amis m'ont tourné le dos. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que je me suis fait des amis, enfin, je m'en suis fait de nouveaux. Ceux qui sont restés sont évidemment le cœur de mes amis, mais mon entourage a changé. Et puis, on est quand même ici dans un entourage qui est quand même bienveillant, tu vois? totalement. Comme nous sommes des gens, on est un peu cette espèce de petit village gaulois dans Astérix qui se fait attaquer par les Romains, tu vois? On est très peu à penser comme ça et donc on s'entraide. On est comme des copains, entre économistes, entre penseurs, entre ceci, cela, bah, on reste un peu dans ce même carcan entre copains. On se fait défoncer de tous les côtés parce qu'ils veulent nous dire qu'on est des salauds et puis nous, on vit une aventure qui est absolument extraordinaire et moi, j'aime bien être dans ce camp-là, tu vois? Ouais. Je préfère cette position-là. Et, Tu vois? je vais dire, rien au monde pour échanger les places. Si tu veux, Exactement. tu sais, ce que j'avais dit à je sais plus quel journaliste, je lui ai dit: «C'est drôle, vous pensez tous les jours à moi. J'ai pas 5 minutes dans un mois pour penser à vous». Ouais, C'est 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 ça. et le Et donc au final, tu vois, on nous qualifie aujourd'hui on nous a qualifiés, fut un temps, de complotistes, mais aujourd'hui, les gens maintenant commencent à dire de nous que, moi je vois, hein, des gens nous disent: «Mais vous étiez avant-gardistes». Donc en fait, tu sais, toute innovation passe par 3 stades: ridicule, dangereux, évident. Ridicule: «Oh, l'idée est ridicule, quoi, la France, en décadence, mais vous êtes fous, nous sommes la 5e puissance mondiale, jamais, on a construit le Concorde, vous êtes débiles». Dangereux: «Bon, attends, ces complotistes là, ils commencent à propager leurs idées, faut leur couper internet. On va striker leur chaîne YouTube». Évident: «Ah bah putain, on a été downgradé par Moody's, puis il y a plus personne qui nous prête et puis, on peut plus payer les fonctionnaires». Bon, ils avaient peut-être pas tort ces cons, hein.
Je vais sur BFM. La France est en déclin. Voilà exactement l'histoire de ma vie, de comment ça s'est passé ces 5 dernières années pour moi. Ridicule, dangereux, évident. Et toi qui produis du contenu depuis même plus longtemps que moi, je pense que tu as dû vivre ce cycle déjà plusieurs fois. Et les gens qui nous regardent, j'ai juste envie de leur dire une chose. N'hésitez pas à penser différemment parce qu'on va vous regarder, vous allez passer par ces 3 étapes dans votre entourage. Ridicule, dangereux, évident. Vous allez être ostracisé dans un premier temps, combattu dans un second temps, puis quand viendra l'heure de la conclusion, parce que la conclusion, quand elle est bien posée, quand on a une réflexion qui est un minimum rationnelle, on peut se tromper des fois, mais en général, ça va plutôt dans le bon sens. Là, les gens vous rejoindront. Il ne faudra à ce moment-là pas être trop amer avec eux. Magnifique conclusion, mon cher Sylvain. Chers amis du Cercle Aristote, je suis obligé de faire un peu de réclame. Vous me le pardonnerez? Parce que c'est la fin de l'année, donc ceux qui veulent nous aider à continuer par leurs dons, vous pouvez le faire évidemment vous pouvez le faire par PayPal, vous pouvez le faire également, parce que je sais que certains d'entre vous ne supportent pas l'informatique, donc vous avez toutes les adresses pour, si vous voulez envoyer des chèques pour nous aider à continuer, mais surtout, si vous voulez vraiment nous aider, cultivez-vous, achetez nos livres et passez, par exemple, dans la grande journée d'amitié, le salon des livres alternatifs, le 13 décembre, midi, 20h, 10 rue Croix des Petits Champs. On vous y attend et je vous dis à bientôt et à vous les studios. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.